Eh bien, je vous propose que nous démarrions parce qu'on a 30 minutes ensemble. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'être connectés aujourd'hui sur la thématique Octobre Rose initiée par Cécile. Donc, on a le plaisir d'accueillir Béatrice Laurent Blasco, qui est directrice déléguée générale des entreprises contre le cancer. Je vais vous laisser la parole, Béatrice. Je voulais juste vous dire à tous et à toutes que vous pourrez poser vos questions, mais plutôt dans le chat, et on les relaiera à Béatrice au cours ou en fin de séance. Et encore une fois, on n'a que 30 minutes. Donc, Béatrice, c'est à vous. Merci. Bon, je vais essayer d'être concise. C'est vrai qu'il y a pas mal d'informations. Donc, bonjour déjà à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'Octobre Rose, donc pour cet atelier de prévention cancer féminin. Je vais juste reparler rapidement. Donc, je suis directrice déléguée générale des entreprises contre le cancer GFLUC Paris-Île-de-France. Et juste pour vous le rappeler, donc on est une association d'intérêt général. IFOCOP est donc l'une de nos entreprises adhérentes. Et donc, on a trois missions: le financement de la recherche contre le cancer, l'accompagnement des collaborateurs touchés par le cancer. Donc, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire si jamais vous avez la moindre question concernant si vous avez un diagnostic, si des questions concernant le retour et maintien en emploi, si aussi vous êtes confronté à une situation d'aidance, notre association est là aussi pour vous aider et pour vous orienter dans toutes ces démarches. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. La troisième mission étant la prévention sensibilisation entreprise, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, donc c'est vrai que Octobre Rose, on parle beaucoup du cancer du sein et finalement assez peu des autres cancers féminins. Et donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'avoir en fait un panel de tous les cancers qui peuvent toucher les femmes et pas simplement le cancer du sein. Et à envisager un petit peu les questions de prévention, les dépistages et tout simplement parler de tout ça. Parce que plus on en parle, moins ça fait peur et plus il est facile quelque part d'en parler en entreprise. Donc, pourquoi parler cancer féminin? Donc, chaque année en France, donc c'est 433 000 nouveaux cas, tous sexes confondus, et donc cela représente pour les femmes 43% des nouveaux cas de cancer. Donc, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Donc, c'est une femme sur huit qui sera confrontée à un cancer du sein au cours de sa vie. Donc, ce sont des chiffres qui sont très importants. Donc, le cancer du sein, évidemment, c'est celui dont on parle le plus. Donc, c'est soit en 61 000 nouveaux cas par an. C'est vrai qu'il y a une campagne de dépistage qui est organisée à partir de 50 ans tous les 2 ans, donc qui est gratuite dans le programme national. Donc ça, je vous invite absolument à respecter cette campagne de dépistage. Mais c'est vrai que finalement, avant 50 ans ou après 74 ans, c'est pas forcément encadré. Or, il est aussi important, avant 50 ans, finalement, d'avoir conscience de ça, parce que en fait, 10% des cancers féminins surviennent en fait avant 40 ans. D'où l'importance de l'autopalpation mensuelle, c'est-à-dire cet examen qu'on se fait toute seule en s'observant et en observant nos seins et comment ça évolue d'un mois à un autre. Je vais en reparler en fin de présentation, mais vous aurez une petite formation via Salvom, une formation digitale qui va vous apprendre un petit peu tout ça un peu mieux. Donc évidemment, les questions du mode de vie, mais on va les aborder plus tard dans la présentation. Donc il y a évidemment des facteurs de risque, l'âge, mais on a dit aussi que finalement 10% des cancers arrivaient avant 40 ans. Et c'est vrai que ce qu'on peut observer, c'est que finalement il y a aussi une hausse de l'incidence, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de cancers, en général, mais de cancers du sein aussi, sur des publics de plus en plus jeunes. C'est lié au fait qu'évidemment, on dépiste voilà, de mieux en mieux et de plus en plus tôt, mais c'est aussi lié finalement à d'autres facteurs, des facteurs environnementaux évidemment. Donc c'est important voilà, de ne pas penser que c'est pour après, mais déjà avoir conscience de ça. Évidemment, les facteurs de risque, bon, le mode de vie est important, mais il y a aussi des facteurs génétiques, donc ce fameux gène BRCA1, c'est-à-dire si au sein d'une même famille, votre mère, votre tante, votre cousine a eu un cancer du sein, il est probable, simplement probable, qu'il y ait ce gène au sein de votre famille, et donc il faut avoir je dirais une sensibilité, voilà, un point de vigilance particulier, en parler à votre médecin traitant pour évoquer ça et pour potentiellement surveiller avant les campagnes de dépistage nationales, en tout cas qu'il ait toutes les informations, c'est important.
Évidemment, l'exposition hormonale, hein, nous les femmes, on est très sensibles à ça. Toute notre vie est marquée par les cycles menstruels ou la ménopause, etc. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en effet, ça a une incidence sur les cancers. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand il est détecté tôt, le cancer du sein se guérit généralement très bien. Donc 9 femmes sur 10 en guérissent. Donc vraiment, l'idée, c'est encore une fois ne pas avoir peur de se faire dépister, ne pas avoir peur de parler à son médecin traitant et être vraiment actrice de sa santé. Ce que je voulais faire un petit peu, c'est vrai que donc, comme je vous l'ai dit, on parle beaucoup du cancer du sein, mais finalement, on a tendance à revenir un peu les autres cancers féminins, ce qui est bien dommage. Et donc, je vais commencer un petit peu par un panorama des autres cancers dits gynécologiques, même si les 3 cancers les plus courants chez la femme, ce sont 1, le sein, 2, le poumon et 3, le colorectal. Donc, ils ne sont pas des cancers gynécologiques. Et là, je vais vous parler un petit peu des cancers gynécologiques. Donc, le cancer du col de l'utérus, c'est à peu près 3000 nouveaux cas par an. Donc, c'est très lié au HPV, donc au papillomavirus. Évidemment, bon, bah, c'est 90% de la population qui a une vie sexuelle active qui est porteur de ce virus. C'est tout à fait courant. Évidemment, donc pas encore même à ma génération, mais maintenant, le grand facteur de prévention, c'est la vaccination. Par exemple, en Australie, comme ils ont mis en place la vaccination il y a déjà un certain temps, ils sont en train d'éradiquer carrément le cancer du col de l'utérus. Donc c'est vraiment un outil, la vaccination pour les garçons et les filles, parce que les garçons peuvent être porteurs du HPV, le transmettre, mais pas développer de symptômes, alors que nous, on va développer des symptômes et parfois donc, ces fameuses lésions précancéreuses. Donc c'est très important de vacciner à la fois les garçons et les filles. Encore une fois, donc, on est habitué avec le frottis, mais c'est important de faire son frottis tous les 3 à 5 ans, donc tout au long de la vie, quelque part de 25 à plus tard. Hein. Il dit 65 ans, mais je veux dire, ça va plus loin aussi. Encore une fois, si jamais dans le frottis, il est dit qu'il y a des lésions précancéreuses, c'est précancéreux, hein. C'est pas cancéreux, donc il ne faut pas s'affoler. Et ça s'enlève très bien. Et donc, voilà l'importance, encore une fois, du frottis et de respecter un petit peu ce dépistage-là. Encore une fois, c'est très facilement détectable et comme on peut déterminer ces lésions pardon, à l'avance, elles s'enlèvent très facilement. Donc, encore une fois, mieux vaut agir et se faire dépister. Donc, le cancer de l'ovaire, donc c'est le 6e cancer féminin le plus fréquent. Malheureusement, il est souvent diagnostiqué tardivement parce qu'il n'y a pas de dépistage organisé à ce jour. Et donc, quelque part, encore une fois, ce qui est important, donc s'il y a un risque génétique, il faut être conscient de ça, en parler à son médecin traitant et un petit peu être actrice quelque part de son dépistage parce qu'il n'est pas organisé. Donc évidemment, le mode de vie joue. Donc là, ici, si vous voulez, c'est vraiment les questions génétiques, l'âge, et puis aussi s'il y a eu quelque part des complications liées comme l'endométriose ou des complications liées à l'infertilité, etc. Ça peut être des facteurs de risque. Encore une fois, il ne faut pas s'affoler. Il faut toujours en parler avec son médecin traitant. Alors, excusez-moi, il y a un petit- Je coupe le son, désolé. Donc, à retenir, donc, disons, les signaux sont assez discrets, donc il faut être encore une fois attentive. Donc, comme vous voyez, c'est des ballonnements, des douleurs abdominales. Donc, voilà, encore une fois, n'hésitez pas au moindre doute à en parler à votre médecin traitant si, encore une fois, tous les facteurs sont un petit peu réunis, vous vous dites, ah, encore une fois, il vaut mieux en parler et faire les examens nécessaires, c'est-à-dire une écho, c'est quelque chose qui est non invasif et qui se fait assez facilement, être rassuré plutôt que laisser traîner quelque chose qui peut devenir plus complexe après. Hop. Oui, pour continuer, donc les cancers de l'endomètre, encore une fois, donc ça c'est le cancer gynécologique le plus fréquent après celui du sein. Par contre, lui, il va être diagnostiqué assez tôt parce que les symptômes sont visibles. Donc, c'est des saignements, si vous voulez, saignements anormaux, hors cycle. Voilà. Donc, quelque part, donc s'il y a ça, encore une fois, aller voir son médecin traitant ou son gynécologue et agir sur le sujet. Sur les cancers de la vulve, donc ce sont des cancers qui sont assez rares, voilà, qui sont assez liés à l'âge aussi, mais il est important quand même de le rappeler.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, on parle beaucoup de cancer du sein et de cancer féminin, mais finalement, les trois cancers avec les plus d'incidence et le plus de mortalité sont cancer du sein, cancer colorectal et cancer du poumon pour la femme. Donc, c'est la deuxième cause de décès par cancer chez la femme. En termes de prévention et de dépistage, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ça. Donc, c'est un test immunologique qui se fait tous les 2 ans, que normalement vous devez recevoir chez vous, qui est envoyé par la sécurité sociale. Si jamais il y a quelque chose qui paraît bizarre, à ce moment-là, en effet, on va faire une coloscopie. Encore une fois, bon, le mode de vie est important, l'alimentation aussi. Les facteurs de risque sont encore un petit peu toujours les mêmes, c'est-à-dire malheureusement l'âge, les facteurs génétiques. Et pour le coup, c'est vrai que pour les cancers colorectaux, et on le voit de plus en plus, l'alimentation est vraiment capitale. Et c'est vrai qu'on observe une recrudescence, encore une fois, des cancers colorectaux, et notamment chez les jeunes. Et ça, les dernières études expliquent quelque part que c'est lié donc, à l'alimentation, et notamment à l'alimentation ultra transformée. C'est-à-dire il y a moins de fibres, il y a beaucoup de produits non identifiables, et finalement, c'est ce qui donne quelque part cette incidence très élevée chez les jeunes. Donc, l'alimentation très important, beaucoup de fruits et légumes, et encore une fois, se faire dépister, ne pas attendre, ne pas attendre qu'il y ait quelque chose d'étrange. Mieux vaut, encore une fois, prévenir que guérir. Le cancer du poumon aussi, finalement, c'est le troisième cancer en termes de hausse de mortalité. Bon, évidemment, le tabac est un facteur de risque très important. Évidemment, après, c'est pas parce que vous avez fumé que vous allez avoir un cancer du poumon. Et il y a aussi des cancers du poumon chez les non-fumeurs. Donc tout ça aussi est à prendre un petit peu avec du recul. Les cancers, si vous voulez, c'est quand même une combinaison de facteurs internes et externes qui vont à un moment donné déclencher cette maladie. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans des discours qui sont trop culpabilisants parce que je veux dire, chaque cancer est différent. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez fumé que vous avez un cancer. Tout ça est lié à une multitude de facteurs internes et externes. Donc, encore une fois, par exemple, parce que quelque part, les facteurs environnementaux maintenant sont vraiment une cause de cancer. Donc, les facteurs environnementaux, la pollution atmosphérique, par exemple, donc pour les cancers du poumon, c'est prouvé, si vous voulez, que c'est une des causes et une des causes de l'incidence, ce qui n'a rien à voir avec la volonté individuelle. Donc, encore une fois, si vous avez une toux qui persiste pendant plus de 4 semaines, des douleurs, des essoufflements, des douleurs thoraciques ou un essoufflement particulier, il faut aller voir son médecin traitant et ne pas avoir peur de passer un scanner ou les examens que votre médecin vous diront de passer. Comme on en a parlé, donc les facteurs de risque et les leviers de prévention, évidemment, limiter la consommation de tabac et d'alcool. Bon, voilà, je pense que c'est assez classique. Et finalement, c'est vrai que l'alcool est responsable d'encore plus de cancers quelque part que le tabac en termes d'incidence. Donc c'est vrai que bon, on vit dans une société qui est très liée voilà, à la consommation d'alcool, mais c'est important voilà, de modérer sa consommation parce que l'alcool peut être très dommageable. Le surpoids, l'obésité, donc c'est-à-dire bon, l'alimentation, de contrôler son poids et de pratiquer une activité physique. Donc activité physique, ça peut être aussi simplement marcher pour aller au bureau, utiliser le vélo, bouger le plus possible, tout simplement. L'OMS recommande par exemple 150 minutes d'activité physique par semaine, qui est quelque part, si on prend la marche et les déplacements pour aller au bureau ou rentrer chez soi ou faire ses courses, c'est finalement pas beaucoup et c'est facile à mettre en place. L'INCa nous dit par exemple que 40% quand même des cancers sont évitables, c'est-à-dire si jamais on faisait un petit peu plus attention à son alimentation, si on bougeait un petit peu plus, si on limitait un petit peu les excès, finalement, 40% des cancers sont évitables, ce qui est quand même énorme. Et ce qui donne aussi quelque part l'idée qu'on a un petit peu un pouvoir sur sa santé et sur en effet ce qui peut se passer après.
Donc après, évidemment, ce qu'on ne contrôle pas, c'est ce que j'appelle la santé environnementale, hein. C'est évidemment la dégradation quelque part de l'environnement, de l'eau, des sols et de l'air. Donc là, évidemment, on n'a pas grand-chose à faire, mais c'est important de l'avoir aussi en tête. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les antécédents familiaux et génétiques, c'est-à-dire encore une fois, si dans votre famille, il y a beaucoup de cancers, et notamment de cancer du sang, c'est important de le dire à votre médecin traitant pour qu'il ait le panorama de votre famille, pour qu'il puisse vraiment vous accompagner le mieux possible. Donc, comme on l'a évoqué, les cancers féminins, bah, il y a une incidence en hausse, mais c'est pour tous les cancers, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. C'est-à-dire c'est lié au fait qu'on dépiste plus tôt. Donc, les campagnes sont mieux faites, on va plus se faire dépister, donc c'est quelque chose qui est positif. Après aussi, c'est lié au vieillissement de la population, évidemment. Mais bon, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, comme c'est mieux dépisté, c'est mieux détecté, donc c'est plutôt positif. L'envers de ça, c'est vrai qu'il y a une incidence aussi sur les cancers chez les jeunes. On l'a évoqué, c'est lié à la santé environnementale. Bon, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément attendre les campagnes de dépistage national qui commencent assez tard et être vigilant sur les signaux d'alerte et parler avec son médecin traitant si quelque chose vous semble un peu anormal. C'est vrai, quand on est jeune, on peut penser qu'on est un peu, qu'on est immortel et qu'on est préservé de ces maladies-là, sauf que ça n'est pas le cas. Donc, c'est important voilà, d'en avoir conscience. Ce qu'on peut dire aussi de positif, c'est que comme les cancers sont diagnostiqués de plus en plus tôt, et bien du coup, les taux de réussite des traitements sont de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on guérit de plus en plus des cancers et donc on meurt de moins en moins du cancer. Les progrès thérapeutiques que je vais vous exposer après sont aussi liés à ça. C'est-à-dire avant, on avait un panel de traitements qui était assez limité et chaque année, on a accès à des traitements qui sont de plus en plus ciblés, de plus en plus personnalisés, parce que, comme je vous l'ai dit, chaque cancer est différent, chaque personne est différente. Donc, même si deux personnes, par exemple, ont un cancer du sein, le cancer ne va pas être le même et le parcours de soins ne sera pas le même. Donc, vraiment, on arrive à une spécialisation et une personnalisation des diagnostics qui est, elle aussi, vraiment porteur d'espoir. Donc sur les inégalités, c'est vrai que finalement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a voilà, des inégalités qui sont liées donc, au territoire. On parle beaucoup des déserts médicaux, mais aussi aux différences de catégories de population. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes accès aux mêmes soins et aux mêmes, aux mêmes outils. Donc, ce qui peut entraîner des retards de diagnostic. Donc, comme on l'a dit chez les femmes jeunes, parce que quelque part, on se dit que c'est pour plus tard, donc on n'y va pas, ou chez des populations précaires, parce qu'elles n'ont pas accès forcément facilement à un gynécologue ou à leur médecin traitant. Hop. Je voulais un petit peu aborder la question des progrès thérapeutiques. Donc, c'est vrai que les traitements traditionnels qui étaient donc la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, à ça maintenant ça s'additionne d'autres traitements beaucoup plus précis et qui permettent de ne pas endommager, si vous voulez, autant le corps que par exemple la chimiothérapie, si vous voulez, qui va un petit peu quelque part attaquer toutes les cellules du corps pour pouvoir attaquer le cancer, donc qui peut être très éprouvant. L'immunothérapie, par exemple, donc pour la petite histoire, l'immunothérapie, c'est le prix Nobel de 2019, donc c'est très récent. Ça a 6 ans et finalement l'immunothérapie maintenant est mise en place extrêmement fréquemment et c'est pas quelque chose qui est inaccessible, c'est complètement courant. Donc voilà, les progrès médicaux sont extraordinaires et on arrive, comme je vous l'ai dit, à des thérapies qui sont de plus en plus ciblées, qui vont être une combinaison de traitements pour aussi euh, un petit peu préserver la qualité de vie du patient, quelque chose qui n'était pas forcément avant, il y a encore quelques années, qui n'était pas aussi mis en avant quelque part. Et maintenant, on va vraiment essayer, si vous voulez, de préserver la qualité de vie, de prendre en compte le patient et vraiment d'être sur des traitements qui vont être ciblés, personnalisés. Et donc ça a beaucoup changé. Donc, je vous en ai parlé. Et donc, évidemment aussi les soins de support. Donc, à l'annonce du diagnostic, donc c'est prévu dans la loi, les soins de support, c'est ce qu'on appelle un petit peu les soins qui vont venir en complément du parcours de soins.
Donc ça peut être avoir recours à un psy, par exemple, les traitements de la douleur, l'onco-esthétique, tout ce qui va être quelque part un petit peu de l'ordre du confort. Dès l'annonce du diagnostic, le patient doit avoir accès à ça. Donc c'est très important si vous êtes touché ou quelqu'un de votre entourage est touché, dès l'hôpital, de demander à avoir accès à ces soins de support parce que c'est vraiment très important pour le parcours de soins, pour après et pour aussi voilà, supporter les traitements dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai que nous les femmes, on a évidemment de la spécificité hein, des hormones. Les hormones vont jouer un rôle, donc, notamment dans les cancers hormonodépendants, dans le développement de certaines tumeurs. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête parce que l'idée c'est connaître tout ça, ça permet un petit peu de connaître un peu mieux son corps et ensuite de pouvoir aussi en parler un peu plus simplement. Encore une fois, ce ne sont que des données, c'est pas parce que c'est un facteur de risque que ça va être le cas. Voilà. Donc, le rôle des hormones, le cycle menstruel, etc., les grossesses, les allaitements peuvent aussi influencer le développement de certains cancers. La ménopause aussi, c'est vrai que c'est une période clé pour les femmes et c'est une période clé aussi dans la modification hormonale. Donc, ça peut être aussi un point, enfin un moment un peu clé. Donc, c'est important aussi d'en parler à son médecin traitant et puis d'avoir ça un petit peu en tête avec lui et avec votre gynécologue. Alors, la contraception, les traitements hormonaux, évidemment, donc c'est en ce moment en débat, les recherches cliniques avancent, c'est compliqué, donc ça reste un sujet un petit peu touchy. Mais voilà, il semblerait que certaines pilules, en effet, notamment celles aux oestrogènes, finalement, aient été un peu plus nocives que ce qu'on croyait. Donc je pense qu'aussi dans les années à venir, finalement, on va voir un petit peu quels ont été les effets de ces pilules-là. Encore une fois, c'est en cours d'étude. Donc, il ne faut pas s'affoler. Et puis, ça dépend encore une fois de la femme. Tout ça ne sont que des facteurs et si vous voulez, une étude globale de ce que ça peut entraîner. On a vu évidemment l'impact du mode de vie. Euh, alors, bon, évidemment, sur la prévention primaire, c'est un petit peu donc, ce qu'on peut contrôler encore une fois. On l'a répété, donc la question du mode de vie sain, la limitation de l'alcool et du tabac, la vaccination contre le HPV qui est vraiment un facteur clé pour les futures générations, le dépistage régulier dont on a parlé, c'est-à-dire ne pas attendre les campagnes nationales, avoir un vrai lien avec son médecin traitant et son gynécologue, faire part de ses préoccupations, ne pas avoir honte de dire quand il y a quelque chose qui vous semble un petit peu bizarre. Voilà, c'est important d'en parler vraiment. Euh, Encore une fois, la surveillance un peu plus attentive pour tout ce qui est mutation génétique et quand dans la famille il y a beaucoup de cancers. En effet, il faut y aller, faut pas avoir honte ni peur d'en parler et de dire voilà, moi dans ma famille il y a tant de cancers, j'aimerais en effet qu'on me prescrive une mammographie ou une échographie avant les programmes de dépistage nationaux. Encore une fois, donc la question d'en parler, donc c'est pour ça qu'on est là un peu aujourd'hui, parce que quelque part, toutes ces informations, c'est surtout quelque part pour libérer un peu la parole, pour pouvoir voilà, aborder le sujet, pour vous donner évidemment des informations. Mais l'idée étant que si on en parle, plus on en parle, moins ça fait peur et plus on s'approprie un petit peu le sujet. Et donc, c'est vrai qu'on passe 80% de notre temps en entreprise. Et donc, l'idée, justement, étant d'en parler sur le lieu du travail, c'est très important. Vous aurez du coup accès à une formation digitale avec notre partenaire Salvom. Donc, c'est une formation certifiante qui se présente sous la forme d'un jeu qui dure 15 minutes et qui, si vous voulez, va vous permettre de mettre en pratique ce qu'on a dit aujourd'hui, mais un petit peu de manière plus pratico-pratique, c'est-à-dire avec des questions sur notamment l'autopalpation, les signaux d'alerte, quels sont les choses qu'il faut alerter, etc. Donc, je vous encourage, après la fin de cette conférence, d'aller vous renseigner auprès de votre responsable RSE, il me semble, pour avoir accès à cette formation qui est donc individuelle, que vous pouvez faire de n'importe où, via votre ordinateur. Je vous recommande vraiment de la faire parce que c'est un très bon complément à aujourd'hui qui est plus théorique. Voilà.
on est plus sur l'information. L'autre levier va être plus pratico-pratique et quelque part un peu plus ludique. Oui, je vous l'assure, ça sera plus ludique. Donc, quand même, pour vous faire un petit résumé avant justement votre formation en ligne, pour vous donner quelques clés déjà de réponse. Donc, pour le cancer du sein, les signaux d'alerte. Une masse évidemment palpable ou un nodule, c'est-à-dire une petite boule dure qui ne va pas être forcément liée au cycle. On sait que les seins, bon, ça évolue, etc. D'où l'idée aussi sur l'autopalpation de se palper, si vous voulez, au même moment de votre cycle à chaque fois. Parce que sinon aussi, il y a les évolutions un peu hormonales et donc le sein va être différent. Et surtout de le faire dans la durée. Parce que comme ça, vous connaissez vos seins et s'il y a quelque chose de bizarre, vous allez pouvoir l'identifier mieux. Donc la régularité, quelque part, est importante et surtout au même moment du cycle. Donc modification de la forme, de la taille ou de la symétrie du sein, voilà, une rétraction ou une fossette de la peau. Sur la peau aussi, c'est-à-dire des rougeurs, encore une fois, qui ne partent pas, hein. C'est pas parce que faut pas s'alarmer tout de suite. Mais voilà, si ça part pas, si c'est en effet étrange, voilà, donc des rougeurs, un épaississement, un effet un peu peau d'orange, vous voyez, un petit peu comme ça. Sur le mamelon, encore une fois, s'il y a un écoulement particulier, donc encore une fois, pas pour les femmes qui sont en postpartum, il ne faut pas s'alarmer. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, en effet, un écoulement de sang ou de liquide clair, il faut aller voir son médecin traitant et son gynécologue. Encore une fois, une douleur. Donc, les seins, c'est donc les seins, mais il y a aussi, si vous voulez, tous les développements ici des ganglions et des lymphes. Donc, c'est-à-dire les aisselles et toute cette partie-là aussi sont à surveiller. Donc, sur l'autopalpation, il faut commencer par l'aisselle et descendre vers le sein. Voilà, donc parce que toute cette zone-là est reliée entre elles. Donc, c'est pour ça, si la douleur touche l'aisselle, la sous-aisselle ou cette partie-là, c'est important aussi de l'avoir en tête. Encore une fois, donc sur les mamelons, une inversion, une irritation, quelque chose en effet qui ne part pas, qui s'inscrit dans la durée et qui vraiment sort de l'ordinaire, il faut aller consulter. On l'a évoqué tout à l'heure hein, pour les cancers gynécologiques, c'est-à-dire si vous avez des douleurs pelviennes qui sont persistantes, des pertes ou des saignements, ou des douleurs aussi pendant les rapports sexuels, il faut encore il faut pas hésiter à les consulter. Et il ne faut pas hésiter à en parler tout simplement. Il ne faut pas avoir honte et il faut s'emparer du sujet. Pour le cancer colorectal, euh, voilà, tous les signaux d'alerte qui peuvent alerter et qu'il faut garder un petit peu en tête. Encore une fois, on s'inscrit dans quelque chose qui dure hein, et qui est hors de la normalité. C'est-à-dire, bon, pas simplement une semaine où on est un peu patraque. Voilà, c'est quelque chose, si vous expérimentez ces symptômes-là dans plus de 3 4 semaines, à ce moment-là, là, il faut commencer un petit peu à se poser des questions et à simplement à prendre rendez-vous chez son médecin traitant, sans s'alarmer de manière particulière. On l'a évoqué tout à l'heure, je le répète. Pour les cancers du poumon, encore une fois, hein, on parle de symptômes qui se sont installés, c'est-à-dire plus de 3 semaines, avec, vous voyez, c'est-à-dire plusieurs symptômes qui s'ajoutent. C'est pas, voilà, mon but n'est pas d'affoler tout le monde, mais voilà, simplement quand même de donner quelques petits signaux et quelques pistes, de se dire, ah, ça, c'est peut-être pas normal, je vais peut-être prendre un petit rendez-vous et je serai rassurée tout simplement après. Donc, c'est vrai que les défis finalement qu'on voit et les particularités, c'est que finalement, donc on l'a dit, le dépistage finalement touche que les femmes de 50 à 74 ans. Donc avant 50 ans, il faut être actrice de sa santé et finalement être un petit peu, s'en charger un peu toute seule. Et c'est vrai qu'après 74 ans aussi, parce que la vie ne s'arrête pas à 74 ans, c'est jeune. Donc encore une fois, c'est un petit peu mal fait. Donc il faut avoir un lien avec son médecin traitant ou son gynéco avant les 50 ans et après les 74 ans pour justement continuer cette prévention-là. Encore l'objectif, c'est détecter le plus tôt possible l'apparition d'un symptôme, d'une tumeur qui améliore énormément le pronostic. Donc encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir et attendre. Il faut vraiment ne pas hésiter à y aller, à en parler et à se faire dépister. C'est très important. Je vais le répéter un petit peu beaucoup aujourd'hui, mais c'est un petit peu le message clé d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce que je disais, l'enjeu, c'est que les femmes en fait ne se dépistent pas assez. En fait, en France, c'est la moitié des femmes concernées seulement
qui réalisent une mammographie tous les 2 ans dans le cadre du dépistage organisé. Donc, c'est rien, on est bien en dessous de l'objectif européen de 70%. Et donc, vous imaginez si dans le dépistage organisé de 50 à 74, ce n'est que la moitié qui le fait, qu'est-ce que c'est avant et qu'est-ce que c'est après? Donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur la question du dépistage, parce que c'est un vrai enjeu de société et qui entraîne en fait après des pronostics, si vous voulez, qui vont être bien plus graves que si on l'avait pris, si on l'avait dépisté bien plus tôt, quelque part. Donc évidemment, les taux sont plus bas dans les zones rurales, hein, les déserts médicaux, malheureusement, on est confronté à ça. Et donc les dom-toms, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, chez les populations les plus précaires, parce qu'évidemment, il n'y a pas forcément de médecins traitants, il n'y a pas forcément d'accès aux soins aussi facile. Donc, comme je l'ai dit, évidemment, les conséquences, c'est donc des cancers qui vont être détectés plus tardivement, avec des traitements qui vont être plus lourds, qui vont évidemment impacter la qualité de vie, et avec une perte de chance de guérison aussi. Alors que si le cancer est détecté très tôt, finalement, ça peut être des traitements qui vont être, bon, évidemment marquants, mais qui vont rester dans quelque chose d'assez léger quelque part. Pourquoi les femmes ne se dépistent pas assez? Bon, je pense que c'est quelque chose qui est très humain et qui nous touche toutes et tous aussi, parce que les hommes sont pas en reste. Donc évidemment, on a peur quand on va chez le médecin, on a toujours peur d'apprendre que ça va être quelque chose de très grave. Donc voilà, il y a un peu un effet d'évitement. Il y a aussi donc la mammographie. Je ne sais pas si toutes ici en ont déjà fait une. C'est un examen qui peut faire mal. D'ailleurs, je tiens à le dire aujourd'hui, une mammographie ne doit pas faire mal. Donc, si jamais on vous fait mal, il faut le dire. C'est-à-dire que si la personne n'est pas bien formée et elle ne prend pas en compte votre corps. Une mammographie, ça ne doit pas faire mal. Ça doit commencer doucement. On met le sang et au fur et à mesure, si vous voulez, le sang va prendre la taille de cette espèce de machine et au fur et à mesure, ça va serrer. Mais c'est-à-dire, ça doit pas, vous ne devez pas hurler de douleur. Si c'est le cas, il faut surtout le dire, j'ai mal et demander à ce qu'ils y aillent plus doucement et à refaire l'examen. J'y tiens particulièrement, une mammographie ne doit pas faire mal, très important. Aussi, donc c'est vrai que on a tendance aussi un peu à minimiser les symptômes, à dire bon, voilà, c'est pas très grave, à se laisser traîner, etc. On en a parlé tout à l'heure. Donc encore une fois, il vaut mieux passer pour quelqu'un d'angoissé auprès de votre médecin traitant plutôt que de laisser traîner quelque chose et qui après en plus vous faites des nœuds au cerveau. Ça prend des proportions pas possibles, alors que finalement, si on s'est occupé de ça, bon, bah, c'est réglé très rapidement et puis on peut passer à autre chose dans sa tête aussi, tout simplement. C'est vrai qu'après, sur le dernier facteur, c'est quelque chose qui est très féminin. La charge mentale féminine est particulière. C'est vrai que ce sont souvent les femmes qui finalement ont la charge domestique en plus de l'occupation professionnelle et qui ont souvent aussi la charge quelque part de la santé de leur famille. Donc c'est vrai que parfois, bon, finalement, elles se font passer un petit peu en dernier avant toutes les personnes qu'elles ont un petit peu sous leur responsabilité, les parents, les enfants. Voilà. Donc c'est très important de toujours rester actrice de sa santé et de se faire passer en premier. Enfin, je veux dire. Hop. Donc un petit peu pour conclure, comme ça nous laisse un petit peu de temps pour des questions. Ouh, j'ai débordé, mais c'est bon, j'ai terminé. Encore une fois, c'est important d'apprendre à s'auto-observer, à s'écouter et à consulter tôt. Ce sont les messages d'aujourd'hui, c'est très basique. Et donc l'idée, c'est si on connaît son corps, si on s'observe sur l'autopalpation, sur les douleurs, sur les choses qui sont normales, pas normales par rapport à son cycle menstruel, par rapport aux changements hormonaux qu'on peut connaître, quelque part, eh bien, on va être plus attentive à des choses qui vont être un petit peu anormales. Donc, s'auto-observer, remarquer les changements, s'écouter. Il ne faut pas minimiser les symptômes, les ressentis, les intuitions. Aller consulter tôt, dès qu'on a un doute, encore une fois, sans peur ni culpabilité. Donc, la prévention, c'est prendre soin de soi-même et ça passe absolument par par votre capacité à vous connaître et à vous faire confiance. Voilà. J'en ai terminé. Je vais prendre des questions si vous le voulez. Je suis désolée, c'était assez complet, mais je voulais donner le maximum d'informations possible en un minimum de temps.
Bah, c'était très bien. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, j'ai pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser. Après, n'hésitez pas, parce que je sais que voilà, c'est des thématiques qui sont assez personnelles et qui relèvent de l'ordre de l'intime. Donc, encore une fois, il y a mes coordonnées, je pense, peut-être au sein de votre intranet ou je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi via mon mail si vous avez des questions personnelles. Moi, j'agis dans le secret médical et professionnel, donc n'hésitez vraiment pas. Ah, je vois qu'il y a quelques petites questions peut-être là. Alors, RAS pour le site de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. Pour le Euh, moment, j'en ai pas vu. Donc, pas de questions pour Saint-Quentin en Yvelines. donc, n'hésitez pas à me contacter en privé. À me contacter en privé si vous avez des questions sur aujourd'hui, des questionnements. Et encore une fois, si vous êtes confronté à un diagnostic ou quelqu'un de votre entourage et que vous avez des besoins de, par exemple, ou aller pour un deuxième avis, quel est le parcours de soins, la question du retour et maintien en emploi, on est vraiment là pour vous accompagner. Encore une fois, dans le secret professionnel et médical, on est vraiment, si vous voulez, une structure tierce d'accompagnement pour Infocop, donc n'hésitez pas. Pas de questions pour Sergi. Béatrice, vous me permettez de mettre donc dans le chat votre adresse mail b.laurent@lesentreprises-contre-le-cancer.fr. Oui, Ok, absolument. très bien. Je transmets dans la conversation. Pas de questions pour Bordeaux non plus. Donc, c'était effectivement très clair. Euh, Enfin, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu complet. Ça peut être un peu anxiogène, hein. c'est ça, ça peut être un peu anxiogène. Maintenant, il y a du rose partout. Donc, Voilà. Donc c'est voilà. Mais bon, l'idée, si vous voulez, c'est plus on en parle, moins c'est anxiogène quelque part. bien Donc là, sûr. c'est partie de la vie. Donc je sais que c'est pas, je sais que mon travail n'est pas forcément évident. Mais voilà, donc j'espère, en tout cas, encore une fois, message d'espoir, les cancers se guérissent de mieux en mieux. On vit très bien avec un cancer, les taux de guérison sont toujours plus hauts, la mortalité est chaque année plus basse. Donc vraiment, je veux aussi, c'est important, transmettre un message d'espoir et positif sur la question du cancer. Tout à fait. Peut-être un dernier appel, effectivement, sur les ateliers qui sont proposés, la formation certifiante de 15 minutes dont vous parliez. Oui. Euh, Alors, donc parce que vous êtes une entreprise adhérente, j'ai fait appel à l'un de nos partenaires qui s'appelle Salvom, qui ont une plateforme de formation 100% en ligne, donc qui sont des formations certifiantes, hein. Et comme donc c'est une entreprise de l'économie solidaire, et très gentiment, ils nous ont mis à disposition, nos associations, leur module sur la prévention cancer du sein. Donc, c'est une prévention, une formation, hein, certifiante de 15 minutes, 100% digital. J'ai réussi à vous avoir des accès individuels, donc allez-y, demandez, hein. Et c'est super bien fait, c'est ludique, c'est un peu sous la forme d'un jeu. Donc, c'est apprendre un peu quand même en s'amusant quelque part. Et l'idée, ça va être très axé un peu aussi. Donc là, les facteurs qu'on a vus, si vous voulez, assez médical, comment reconnaître voilà, les signaux d'alerte, etc. Mais c'est fait sous la forme un petit peu d'un jeu vidéo. Donc voilà, c'est rapide, c'est ludique, je vous encourage vraiment et c'est certifiant, donc je vous encourage à la faire. Ça sera un donc, bon. tout à fait. Donc, pour les collaborateurs IFOCOP, n'hésitez pas à vous rapprocher effectivement de Cécile Mousset ou de vos référents RSE sur les centres pour qu'ils puissent effectivement vous donner des accès à cette plateforme. Et voilà. Oui, il y a un lien d'accès qui a été débloqué par Salvom, enfin oui, par Salvom pour tous les collaborateurs d'IFOCOP. Donc, il faut simplement aller voir votre référent qui va vous donner ce lien-là et après vous vous connectez, c'est très simple. Vous mettez juste Alors, votre. Salvum, c'est Salvum pour la personne qui m'a posé la question. Je l'ai écrit dans le chat. Voilà. Bon, bah, Bah, merci beaucoup. c'est super. Merci beaucoup également. Merci à tous de vous être connectés. Puis bah, je vous dis à bientôt, Béatrice. Oui, à très bientôt. Et n'hésitez pas encore une fois à me contacter en privé. Merci, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Et au revoir.